un sujet tout à fait différent, une utopie pirate. Pirate et utopie. Oui, pirate, vous savez très bien ce que c'est. On a tous un pirate dans la mémoire. C'est la piraterie et les pirates occupent dans l'imaginaire une place prépondérante. Il y a une fascination depuis très très longtemps pour la piraterie. Alors il y a la piraterie, il y a les pirates de l'air, les pirates informatiques, mais évidemment c'est les premiers, les figures principales, c'est les pirates des mers. Et c'est avec eux qu'on va passer cette heure sur la piraterie, parce que évidemment il s'agit de bandits, il s'agit de délinquance, il s'agit de brutes et d'assassins, mais il y a aussi une version, une interprétation et des recherches qui tendraient à faire de certains pirates, à certaines époques, eh bien, des révoltés, voire même des révolutionnaires, qui avaient réussi à certains endroits à créer de véritables îlots de vie socialiste. En tout cas, c'est une discussion. On peut tout à fait imaginer aujourd'hui dans un bar, je sais pas, à Londres, où vous voudrez, deux gars qui prennent un verre. L'un est scénariste chez Disney, et il travaille à une énième version de l'île au trésor, un film destiné au jeune public. Et puis l'autre à côté pourrait être un chercheur comme Marcus Rediker, qui est un chercheur américain et qui voit dans les pirates eh bien, des ancêtres du socialisme, des ancêtres de courants libertaires tout à fait édifiants. Tout ça sur les mêmes personnages, sur le même groupe social, comme Eric Hobsbawm avait vu auparavant chez les bandits de cœur, les bandits sociaux, les primitifs de la révolte. Voilà notre heure que nous allons passer ensemble avec Antoine Chao, Utopie pirate. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. Si ces trois font neuf, si ces trois font neuf, voilà le capitaine Flint avec sa jambe de bois sur le gaillard d'avant. Si ces trois font neuf, si ces trois font neuf, et un perroquet, et deux pistolets, et une barbe qui pue le rhum et le hareng, et à l'oreille, un anneau d'or. J'oublie la pipe, j'oublie la poudre, j'oublie les grosses filles des tavernes aux tétons si blancs, et le coffre du mort, avec l'or et les diamants. Et la vieille montre espagnole qu'on enterre la nuit sous les cactus de l'île de la Tortue. Et tout ça, pour ça? Non, pas vraiment. Le trésor, on le retrouve jamais, car on est mort avant. On ne fera pas de vieux os sur terre, et encore moins sur mer. Et c'est tant mieux. Comme dit la chanson, mieux vaut un jour de lion qu'un siècle de mouton. Voilà, le pirate qui arrive. Si ces trois font neuf, si ces trois font neuf. Ces hommes depuis longtemps, éternels, révoltés, aventuriers sans scrupules, gueux assoiffés de richesse ou précurseurs audacieux de société égalitaire, ces pirates ont traversé les siècles sans cesser de fasciner et d'inspirer, bien sûr, d'inspirer d'abord les enfants et les anciens enfants. Les pirates nous replongent dans nos rêves adolescents de révolte et de rupture. Quand vous mordez la nuit, la main qui vous nourrit, et partez à l'aventure sous les couvertures sans avoir oublié d'écrire avant dans votre petit journal « L'ordre, c'est la vertu des médiocres ». C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Utopie
pirates. National de la Marine à Paris, place du Trocadéro. 300 ans d'histoire maritime. Alors, la question, c'est celle du bon usage du sabre d'abordage. De vérifier donc la thèse d'un livre qui est sorti il y a quelque temps déjà aux éditions Aden et qui s'appelle « Bastion pirate, une histoire libertaire de la piraterie », qui présente les pirates comme des équipages composés des premiers rebelles prolétariens, s'opposant au mercantilisme de la marine de l'époque qui ne faisait que participer au pillage du nouveau continent, découvert un siècle plus tôt, en proposant la répartition des richesses, en quelque sorte, dans cette période du premier essor du capitalisme. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour madame. Je prépare un travail sur la piraterie, donc je voulais savoir si j'allais trouver de l'information ici. Il n'y a rien du tout sur les pirates? Il n'y a aucune documentation sur la piraterie? Il y a eu une expo sur les pirates, mais il n'y a rien sur les pirates, non. D'accord. Allez à l'information, on va vous dire en fait. Merci. Bonjour. Alors, sur les pirates, vous auriez quoi? Il faut que je regarde les spécifiques. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de salle qui était dédiée à... Non. Est-ce que vous auriez ce livre, la Bastion pirate? C'est quelle édition ça? Aden. Non, ça pas du tout. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le sous-titre, là. Une histoire libertaire de la piraterie. Vous pensez que les pirates étaient des libertaires ou c'était des brigands uniquement? Les libertaires, ils étaient quand même assez indépendants, c'est sûr. Plus que les corsaires, c'est sûr. Les corsaires étaient totalement dépendants, mais les pirates étaient indépendants. D'accord. Donc, non, celui-ci, on l'a pas. D'accord. Est-ce qu'ils avaient une tendance libertaire? Peut-être pour certains, probablement. Notre position à la base, c'est de dire une chose très simple. Ici, on a toujours dépendu de l'administration royale, puis nationale, puis tout ce que vous voulez. Les pirates, c'est un petit peu quelque chose d'extérieur. Vous voyez, les pirates, c'est pas du tout... voilà. Donc, ici, on a des sources sur la marine française, sur les corsaires, parce qu'eux avaient des lettres de marque, donc ils faisaient partie du système. Les pirates, c'est hors système. 2 jours plus tard, musée de la marine, porte de service, j'ai rendez-vous avec la conservatrice adjointe qui a été commissaire de l'exposition sur les pirates. Des histoires qui font l'histoire. Savez-vous comment l'obélisque de Luxor est arrivé place de la Concorde? Comment fabriquait-on un cordage ou installait-on un mât au XVIIIe siècle? Savez-vous que le bateau à vapeur et l'hélice sont des inventions françaises? Combien d'hommes travaillent sur le porte-avions Charles de Gaulle? Les réponses, venez les découvrir à travers plus de 1000 objets extraordinaires, maquettes de navires et de machines, souvenirs de marins, peintures, figures de proue, armes, instruments de navigation. Tous ces objets de collection ont une histoire. Bonjour. J'étais en train de regarder le programme, alors je vois que vous répondez à plein de questions. Bah, c'est parfait. Donc voilà, donc je vais vous poser la mienne. Après. Ah non, justement, là je vois qu'il n'y a pas la question qu'on se pose sur le bon usage du sabre d'abordage, quoi. Dites cuillère à peau. Dites cuillère à peau. Oui, ça vient de là. 2 coups de cuillère à peau, c'est un terme qui vient de la marine, puisque la cuillère à peau en question, c'était le nom qu'on donnait au sabre d'abordage. Donc lorsqu'un abordage se faisait en 2 coups de cuillère à peau, c'était en 2 coups de sabre, donc extrêmement rapidement, et qu'il était mené à bien évidemment. L'abordage fait partie de l'histoire de la marine. Marine militaire, oui, bien sûr, et puis la piraterie, bien sûr aussi. D'accord, mais pourtant, il n'y a aucune salle qui est destinée à la piraterie dans ce musée. Alors, on avait fait une grosse exposition sur le sujet il y a une 8aine d'années maintenant, parce que justement, ça n'était pas un sujet qui était abordé dans nos collections. La présentation permanente des œuvres était plutôt basée sur des choses, je dirais, plus politiquement correctes, donc en particulier l'évolution de la marine militaire, l'évolution de la marine marchande, voilà, des choses un petit peu plus nettes, avec des contours un petit peu plus précis que sont ceux de la piraterie. D'accord. C'est ces aspects-là qu'on a cherché à développer. Le musée de la marine, on dépend du ministère de la Défense. Voilà, donc il y a des explications à la présentation peut-être d'un certain nombre de choses et la façon dont c'est présenté ici. Il y en a qui deviennent sergents ou marchands de peinture. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Il y en a qui passent le week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grande,
je serai pirate. Les pirates ne payent pas d'impôts et se font des tatouages sur les biscottos. Les pirates vivent au jour le jour, ça les empêche pas de se faire du velours. Les pirates ont des chapeaux noirs et versent le fric à plein arrosoir. Les pirates aiment la bagarre et règlent leur compte sur le coin d'un bar. Ils montent à Paris dans les boîtes de nuit, ramassent des pucelles pour rénover le cheptel, payent les argousins pour protéger le turbin, font bosser les gonzesses et leur bottent les fesses. Les pirates sont tous d'Ajaccio et n'ont peur de rien, sinon du boulot. Les pirates qui ont tout ramassé font de la politique et deviennent députés. Faut les pendre en haut du grand mât. Quel est le pirate qui refuserait ça? Donc, je suis Annie Madevache, je suis conservateur adjoint au Musée national de la Marine, l'un des commissaires de l'exposition Pirates qui s'était tenue au musée en 2002. Alors, est-ce qu'on peut d'abord faire un petit lexique sur ce qu'étaient les corsaires et ce qu'étaient les pirates? Alors, les corsaires... les flibustiers. Ah oui, parce qu'il y a tout un... Il y a les boucaniers, il y a les flibustiers, il y a les pirates, les corsaires, et tout ça, ce sont des personnes qui ont des facettes différentes les unes des autres. Les corsaires, ce sont, je dirais, les plus droits, peut-être. Ce sont ceux qui ont, en tous les cas, une autorisation de la part du roi de s'attaquer, pendant une période donnée, à une nation particulière. Ils ont en leur possession ce qu'on appelle une lettre de marque, délivrée par l'État. Cette lettre de marque stipule précisément quelle est la nation qu'on a le droit d'attaquer et pendant un conflit quel qu'il soit. Les pirates sont des gens sans foi ni loi qui ne font vraiment que ce qui leur plaît et qui n'ont de compte à rendre à personne. La piraterie, c'est un phénomène qui a existé de tout temps, qui malheureusement existe encore. Tandis que ce qu'on appelle vraiment les flibustiers, c'est un terme qui s'applique géographiquement et chronologiquement à un espace bien précis, c'est-à-dire, encore une fois, la zone de la mer des Antilles, vraiment courant XVIIe et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. L'essentiel des équipages qui formaient les équipages pirates provenaient des marins en rupture de ban avec la marine britannique, et beaucoup pour la marine britannique, française un petit peu dans une moindre part, mais les conditions de vie à bord des navires de guerre britanniques étaient tellement dures que bien souvent ils préféraient essayer de s'en abstraire et donc de rejoindre les pirates et les forbans. Et les boucaniers, c'était le terme vient du boucan, le boucan étant le foyer sur lequel on faisait revenir boucaner la viande. Et donc, voilà, par extension, les gens qui effectuaient ce type de tâches étaient les boucaniers. Donc c'était plutôt le versant terrestre que le versant maritime des personnes qui vivaient à cette époque-là dans les îles. Nous sommes des humains sans patrie. Des hors-la-loi dans notre pays et des indésirables partout ailleurs. De désespoir, il nous faut tenter notre fortune en mer. Nous nous unissons donc fraternellement pour devenir ensemble des flibustiers et accomplir des actes de piraterie en haute mer. Étant pourchassés, nous pourchasserons. Libertalien, en fait, c'est une terre qui est soi-disant créée par des pirates au début du XVIIIe siècle. Et en fait, le récit vient d'un certain capitaine Johnson, dont l'identité a été révélée il y a assez peu de temps par les universitaires. Ça n'est autre que Monsieur Defoe, qui est à l'origine de Robinson Crusoe. En fait, il raconte une histoire qui s'avère être une sorte de conte politique et que très certainement pour des raisons liées à la peu de liberté de presse qu'il y avait à l'époque, il va se situer dans un cadre pirate et dans l'océan Indien, donc puisque ça se situerait donc à Madagascar, au nord de Madagascar. Malheureusement pour nous, je dirais aujourd'hui, il s'avère que c'est une utopie, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit de fiction totale, ce qu'aurait pu être une vie un petit peu rêvée de pirates qui décident d'instaurer un gouvernement de type républicain. C'est assez précurseur, le bouquin est paru en 1724. Donc c'est très, très tôt par rapport à justement toutes ces utopies politiques. Alors vous dites que c'est avéré que c'est une fiction ?
Oui, parce que justement, en fait, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites sur place. Rien n'a été trouvé sur place pour montrer qu'il y ait eu, à un moment ou à un autre, une communauté qui se soit installée là. La tradition orale locale n'a absolument gardé aucune trace non plus de la présence potentielle d'un groupe qui se serait installé dans cette zone-là. Donc vraiment, a priori, c'est purement un conte politique qui est sorti de l'esprit de ce Britannique du XVIIIe. Donc le mythe libertaire des pirates s'effondre, là, aujourd'hui, au musée de la Marine. Je suis navrée. Vous m'aviez laissé espérer il y a 2 jours que c'était une réalité, que ça avait été une réalité. Non, malheureusement. J'ai revu ma copie entre-temps et non, ça n'est pas le cas. Mais ça se base quand même sur des pratiques. Est-ce qu'il y avait des pratiques comme ça de fraternité ou de coopération au sein des confréries pirates? Ça a existé ou pas? Ou ça fait partie aussi de la légende? Alors il y a des éléments malgré tout. Partage du butin, etc. Alors justement, il y a des règles qui sont établies, dont on a parfois la trace d'ailleurs dans des récits. On a quand même déjà une forme de répartition des richesses qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît dans la société classique terrestre de la même époque. De même qu'un certain nombre de règles ont été établies pour dédommager, si on perd une main, si on perd un bras, si on perd une jambe, si on perd les 2 jambes, pour être dédommagé. C'est l'ancêtre de notre sécurité sociale, hein. C'est clairement établi comme ça, en fonction du problème physique rencontré, on est dédommagé sur une part de butin des autres. Affreux pirate saltimbanque, levant l'encre noire, les femmes et les enfants debout. Larguez les amarres, marins des mers du Nord, Ch'timi Moussaillon. Une nouvelle page doit s'écrire, on met les voiles pour de bon. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international des pirates sera le genre humain. Gardons le cap coûte que coûte, même en pleine tempête. Bandit contre l'ordre établi, relevons la tête. Encore un refrain pour afficher nos couleurs. Encore une douille pour défier nos censeurs. Encore un pavé dans la tronche de l'oppresseur. Encore une graine pour défendre nos valeurs. Qui a cru qu'on était tous anesthésiés, qui pensait qu'on avait tous démissionné, que Babylone nous avait ensorcelés, qu'il suffisait désormais de nous dire quoi penser. À l'abordage pour foutre un bordel, à l'abordage pour mettre en grain de sel, à l'abordage pour foutre un débord, à l'abordage pour péter le décor. Aux politiques, les penseurs de leur mère, va leur dire que le map est en guerre, va leur dire qu'on a capté leur petit manège, qu'on a assez de plastique pour faire sauter leurs privilèges. On peut se les faire si on reste bien groupir, bien soudés, on fera chuter leur empire. Ils ont les lois, les matraques et les tasers, on a la foi et de la rage dans les viscères. Écumons les scènes, voguons de ville en ville, constituons notre armée de bras cassés, d'affreux, d'immondes. Sous l'œil de la lune rouge de toutes parts, les renforts arrivent. Repartons à l'assaut des navires des grands de ce monde. Ces vaisseaux assassins ce soir pour sûr connaîtront un triste sort sous l'assaut de nos sabres. Captain Radio Crochet monte le son, donne-nous du cœur à l'ouvrage. Bon pied, bon oeil, on part à l'abordage. Oui. Eugène? Oui. C'est Antoine. Ah, Antoine. Tu vas bien? Mounaramat, comme on dit ici, ça veut dire ça va bien. Ouais, écoute, ça va bien, sauf que j'ai une très mauvaise nouvelle. Ah bon? On me soutient que la belle aventure de Libertalia n'a pas eu lieu. Non, moi je crois que ça a eu lieu, ouais. Je crois que ça a eu lieu, mais ça m'étonne pas qu'il y ait des détracteurs et celui qui soutient ça te semble crédible, c'est quoi? C'est le musée de la Marine qui dépend de la Défense nationale. Ah, bah évidemment, tu penses bien que les libertaires, ça les intéresse pas du tout. Ah ouais, tu crois que c'est ça? Oh bah, bien sûr, parce que c'est quand même... il y a les noms, il y a le nom du jésuite qui était avec lui, il y a le nom du mec, il y a... tu sais, très connu, le nom de ces bateaux, les prises qu'ils ont réalisées, ces gens-là. Enfin bon, ou alors on s'est tous fait berner, quoi. Hein. Mais moi je crois pas quand même, hein. Je crois pas, hein. Je crois que c'est une belle histoire, quoi. Ça t'étonne pas, toi, que ce soit comme ça? Ah mais ça, moi ça m'étonne pas du tout. Une option parce que... possible pour les hommes de la mer, quoi. Voilà, parce que c'est dans la mentalité des marins. Les marins, ils sont quand même des gens libres et un peu égalitaires quand même. Tu vois, c'est quand même une population un peu particulière, quoi. Bon. Antoine, en tous les cas,
Rassure-toi du point de vue de l'existence, parce que Lucien Gouron, lui, il a réussi, mais il y a un document dont il m'a parlé l'autre jour, mais c'est incroyable parce qu'il m'a parlé de ça, ou c'est moi qui l'ai branché là-dessus, et il est vraiment très documenté, quoi. Ah, je l'appelle de ce pas alors. Ouais. Super. Et tu lui dis salut de ma part. Très bien. Canavo. À bientôt, Eugène. Canavo. Oui. Oui, Lucien Gouron. Oui. Je vous appelle de la part d'Eugène Riguidel, qui m'a conseillé de vous appeler parce que vous vous intéressez aussi à l'aventure des pirates dans l'océan Indien, notamment à Libertalia. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ? C'est par le plus grand des hasards, dans la passion que j'ai pour les histoires autour de la Bretagne et des marins, j'avais découvert l'histoire d'un pirate qui s'appelait Condent, écrit d'une autre façon, qui avait vécu à Port-Louis et qui était marié avec quelqu'un qui était un collatéral d'un de mes ascendants dans le pays de Port-Louis et de l'île de Groix. Donc je suis parti à la recherche de cet homme dans l'océan Indien. Je suis arrivé aux Seychelles et j'ai été aux archives où j'ai rencontré 2 personnes qui collectaient les contes aux îles Seychelles. Et là, tout de suite, ils m'ont fait découvrir plein d'histoires, de contes et de légendes autour de trésors de pirates extraordinaires. Le fameux trésor de la Buse. Or, en m'intéressant à l'histoire de la Buse, Olivier Levasseur, qui avait été aussi pirate dans les Caraïbes, je suis tombé sur l'affaire de Libertalia, c'est-à-dire cette république socialiste, alors utopique, dont on ne sait pas si elle a vraiment existé ou elle est seulement l'œuvre enflammée de Daniel Defoe, puisqu'il écrit une histoire de la piraterie, mais qui est passionnante parce qu'il symbolisait, pour moi, tous des rêves qu'on peut avoir étant enfant à l'île de Groix, par exemple, où toute mon enfance à l'île de Groix a été bercée par des histoires de pirates, quoi. J'ai découvert aux archives des Seychelles le fameux cryptogramme lancé par ce fameux Labuse, c'était son surnom, dit Olivier Levasseur, qui, lorsqu'il a été exécuté à l'île Bourbon, devenue aujourd'hui l'île de la Réunion, il lance ce parchemin et il dit mon trésor aura à qui découvrira, quoi. Et depuis, on cherche toujours à essayer de décrypter ça, parce que on pense que ce trésor, qui avait sans doute séjourné à Madagascar, à Libertalia, avec Misson, avec tous ces pirates anglo-saxons, français et bretons. On dit même qu'il y avait un breton qui s'appelait Jean-Thomas Gulayan, un Nantais qui aurait appartenu très jeune à l'équipe de ces gens, quoi, là. Et moi, quand j'ai découvert l'histoire, j'étais persuadé que ça avait vraiment existé. Et en même temps aussi, ça satisfaisait chez moi ce besoin, effectivement, de renouer avec ce côté anarchiste que j'avais quand j'avais 18-20 ans. Voilà. Aujourd'hui, quand on me dit c'est une fable, je préfère ne pas le croire, quoi. Dans mon esprit, pour moi, ça existait, quoi. Libertalia, c'est pas seulement qu'une utopie. Parce qu'au-delà de Libertalia... Avant de prendre le large, nous allons remercier les Espagnols. Tenez-vous prêts, les enfants, le moment est venu de leur adresser notre message d'adieu. Actor, à tes canons. Oui, patron. Dégagez le pont pour la manœuvre. Dégagez le pont pour la manœuvre. Dégagez le pont pour la manœuvre. Libertalia, des historiens se sont penchés sur l'histoire de la piraterie, notamment Marcus Rediker aux États-Unis, un chercheur, et il s'avère effectivement qu'il faut un peu réévaluer l'histoire de la piraterie avec un focus plus social et plus libertaire, effectivement aussi. On ne bâtit pas une utopie, à mon avis, comme celle-là, sans qu'il y ait effectivement dessous un terreau propice. J'entends le mouvement de la piraterie en général, quoi. Moi, j'en suis persuadé, oui. D'accord. Merci, Lucien. À bientôt. À bientôt. Avez-vous envie? Vous entendez ça, les gars? Le roi voudrait qu'on fasse partie de sa flotte. Attachez-le à la gueule d'un canon, j'enverrai ses tripes engraisser les champs de canne à sucre. Vous perdez votre temps. Prendez-le. Attendez. Le pendre, ça serait trop noble pour lui. Vous nagez, colonel Chéri? On va vous rafraîchir les idées en vous envoyant prendre un bain froid. Allez, Oust, par-dessus bord! Alors, utopie, vérité ou véritable utopie, l'histoire de Libertalia. Mais comme dit Antoine Chao et nos amis, il n'y a pas que cette histoire de Libertalia. Il y a la façon
dont vivent ces pirates. On parle quand même essentiellement de l'âge d'or, de la piraterie, cette piraterie de Stevenson, de Daniel Defoe, c'est-à-dire le début du 18e. Il y a une chose, l'image, le marin est un homme libre, évidemment, il est là tout seul au milieu des horizons, sauf qu'il est dans un bateau. Il est dans un bateau, il n'y a rien de plus enfermant qu'un bateau. On est prisonnier dans un bateau. Et quand on est des pirates, on est tous prisonniers du bateau à l'intérieur. Il va falloir s'organiser, il va falloir organiser la vie. Et comment on va l'organiser, la vie ? C'est tendu. Les hommes sont là, c'est pas des enfants de cœur, ces enfants-là, ces marins-là. Donc, il va falloir trouver des relations, qui va être le chef, qui va commander. Et il y a des impératifs de discipline très stricts à bord d'un bateau. Donc, il y a communauté. Donc, c'est peut-être à partir de là qu'on peut imaginer qu'il y a eu, une fois à terre, une fois le butin acquis, comment va-t-on le partager ? Très souvent, ce sont des butins acquis sur des gens qui eux-mêmes sont des voleurs, ont piqué ça aux Amérindiens dans des conditions épouvantables. Donc, c'est des pirates qui volent d'autres pirates, en fait. Mais est-ce qu'il y a eu ou non là utopie ? Est-ce qu'il y a eu là des bandits sociaux ? Est-ce qu'il y a eu utopie ? Est-ce qu'il y a eu là les premiers rebelles prolétariens qui sont apparus? On retrouve les éditeurs du livre de Marcus Rediker, Pirates de tous les pays. Marcus Rediker, on vient de le dire, étant un chercheur américain qui passe sa vie sur ces histoires de pirates et leur histoire comme oui, c'est ça, ancêtre, on peut dire, des rébellions socialistes. Nicolas Norito. Je m'occupe des éditions Libertalia depuis quelques années. Je suis militant anarcho-syndicaliste. Également prof à Romainville dans un lycée professionnel. Alors Marcus Rediker, c'est un historien américain qui a 55 ans à peu près, qui a été le disciple de Christopher Hill, grand historien marxiste britannique, qui est le premier à s'être intéressé réellement aux pirates en tant qu'hommes d'en bas et non pas comme bandits. D'abord, Rediker s'intéresse à ce qu'il appelle l'histoire d'en bas. Donc l'histoire, elle est faite non pas par les puissants, mais par le peuple. C'est une remise en question absolue de la façon d'aborder les phénomènes historiques. C'est donc une révolution qui s'inscrit dans la fameuse nouvelle histoire. Donc Rediker, élève de Christopher Hill, se dit « il faut que je m'intéresse à cette question ». Et il va passer 30 ans de sa vie, ça fait 30 ans qu'il travaille sur le monde de la mer. Et il va démontrer l'aspect absolument subversif des pirates, qui sont les meilleurs des marins, qui ont décidé de s'émanciper, de refuser le jeu capitaliste, l'économie mondialisée, pour vivre leur vie tout en libérant leurs frères humains, à savoir les esclaves qui étaient emmenés de l'Afrique pour participer à la construction de l'économie capitaliste et productiviste. Alors le marin, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une attirance romantique pour le monde de la mer ? Non, absolument pas. Ce que nous ont décrit Melville ou Stevenson dans leur roman, c'est de la littérature. Lui, Rediker, va s'intéresser à l'homme, le paysan qui est obligé de quitter ses terres puisqu'il y a une politique de remembrement en Angleterre à la fin du XVIIe siècle et qui est obligé de prendre la mer, qui va travailler dans des conditions terribles pour un salaire de misère. Donc il s'intéresse aux marins. Combien y avait-il de marins au XVIIe siècle ? En quoi ont-ils participé à la grandeur de l'empire colonial britannique et donc à la naissance du capitalisme? Et quelles ont été leurs formes de résistance? Donc voilà, on a quelque chose comme 80 équipages pirates qui constituent au total plusieurs milliers d'hommes qui vont arraisonner 400 navires marchands appartenant aux Français, aux Espagnols, aux Britanniques. Et pas n'importe quel navire, les navires qui revenaient de l'Eldorado, de l'Amérique du Sud, des navires chargés d'or ou de sucre. Pour en revenir à Libertalia, que dit Marcus Rediker sur l'existence ou pas de Libertalia ? Libertalia, c'est supposé être une république égalitaire et libertaire pirate située au large de Madagascar à la fin du XVIIe siècle. Bon, on n'a pas retrouvé la moindre trace de ça. Donc là, on est dans le roman, ce qui pourrait accréditer la thèse d'un Daniel Defoe, auteur de ces chapitres-là. Fred Alpi, vous êtes le traducteur des deux bouquins. Effectivement, Libertalia, dans l'imaginaire libertaire, ce qui est intéressant, c'est
d'avoir des modèles, même utopiques, et d'essayer de voir comment un fonctionnement collectif peut tendre vers ces modèles. Alors que Libertalia finalement existait ou pas, l'idée d'une communauté de vie égalitaire, libertaire, des fonctionnements non hiérarchiques, pas de différence de salaire ou très peu entre l'équipage et le capitaine, un capitaine élu, révocable à tout instant, mandaté, les décisions prises par des assemblées générales souveraines. Voilà, c'est ça qui est important. Chez les pirates, par exemple, il y a eu les premières formes de sécurité sociale, alors que les marins blessés ou handicapés, amputés dans la marine marchande où ils étaient abandonnés à leur sort, les pirates, eux, constituaient des caisses de sécurité sociale avec des indemnités en fonction des blessures pour permettre une réelle solidarité. La nourriture était partagée équitablement. Enfin, c'était un vrai fonctionnement. Enfin, il n'y avait pas un fonctionnement uniforme, mais en tout cas, il y avait toutes ces choses-là ont existé et finalement ont été les premières formes d'organisation libertaire concrète. Il faut savoir que le terme strike, grève en anglais, vient du fait de déchirer les voiles, de fendre les voiles des bateaux pour les empêcher de naviguer. Et c'était les premières formes de grève et d'action directe destinées à immobiliser le bateau, qui est pratiquement la première forme d'usine, avec des gens qui viennent, qui n'ont que leur force de travail à apporter là, qui est un lieu de conflit social permanent. Et récupération des moyens de production, quoi. Et récupération des moyens de production, tout simplement, lutte des classes sur le bateau ou contre les armateurs. C'est-à-dire que le pirate, c'est un stade ultime d'une rébellion, mais déjà le marin révolté, c'est lui qui va pratiquement être à la base de la naissance des premiers mouvements ouvriers. Allô, bonsoir, je voulais parler à Michel, s'il est là, c'est Antoine Chao de l'émission Là-bas si j'y suis. Alors là-bas si j'y suis, c'est sympa, sauf que vous êtes chez monsieur et madame Guguin, en Bretagne. Ah, je me trompe alors. On cherchait un chanteur breton qui s'appelle Michel Tonnerre, qui s'y connaît Michel beaucoup. Tonnerre, ouais, tu connais Arrêtons Michel Tonnerre, le chanteur breton, ouais. Non, c'est une émission de radio en fait qui cherche Michel Tonnerre, mais sauf qu'on est chez Guguin. Bah ouais, je suis désolé, je vais mais retaper. Non, mais soyez pas désolé. Mais c'est pas mon voisin non plus, sinon j'aurais pu aller le chercher. Alors, mais j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les pirates avaient comme ça une geste libertaire ? Une geste libertaire, oui. Les pirates? Non, voilà, je vais vous répondre très simplement. Les pirates, c'est sympa dans les films, mais les vraies histoires de pirates, c'était quand même pas des saints. Et donc, c'était pas des gars bien. Et la preuve, aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'en inspirent pour piller des bateaux, kidnapper des gens et demander des rançons. Donc, si on va par là, les pirates, c'est pas des gens gentils. Est-ce qu'ils se rebellaient contre une société Je suis pas sûre. Ils se rebellaient pour eux, pour avoir de la thune, mais certainement pas contre une société, je crois pas. Certainement pas à cette époque-là. Bon, je vous remercie, voilà. De rien. Bonne émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Alerte à un navire à tribord. Je m'appelle Samuel Sanchez, je suis historien à l'université Paris 7 Diderot. Et je travaille sur les sociétés de l'océan Indien occidental en particulier, à l'époque moderne et contemporaine. Alors la question se pose de savoir si Libertalia a existé vraiment. Donc il y a pu y avoir comme ça une geste libertaire chez les pirates à cette époque-là ? Oui, alors il faut distinguer plusieurs choses. D'une part, dans le comportement général de nombreux pirates, on a un désir de revanche un peu sociale, de s'affranchir des règles très dures de la marine de cette époque-là. On a des textes qui attestent un petit peu de ça dans des prises de bateaux, une sorte de dispute entre le capitaine du navire marchand et le capitaine pirate, qui s'appelle le capitaine Bellamy. Voilà, alors Defoe, tome 2. Ça, c'est le fameux Daniel Defoe. Voilà. Histoire générale des plus fameux pirates, avec un Y. Voilà, pirate. Ça fait plus authentique. Soyez maudits! Soyez maudits! Vous n'êtes qu'un sournois godeluro, un lâche, de même que tous ceux qui s'abaissent à être gouvernés par les lois que les riches ont rédigées pour leur propre sécurité, car ces couards n'ont aucun courage, sinon celui de défendre ce qu'ils ont obtenu par leur piloterie. Mais soyez maudits, et que je sois maudit de cette bande de vauriens rusés, et vous aussi qui les servez, n'êtes qu'un ramassis de stupides poules mouillées. Ah, ils vous calomnient, les fripouilles, alors qu'il n'y a qu'une différence entre eux et nous. Ils volent le pauvre sous couvert de la loi, en vérité.
et nous pillons le riche sous la protection de notre seul courage. Ne feriez-vous pas mieux de devenir l'un des nôtres, plutôt que de lécher le cul de ces vilains pour avoir un travail ? Voilà le genre d'expression qui, pour moi, manifeste un certain goût de la liberté et un refus de l'autorité telle qu'elle s'exprimait dans la marine de l'époque, en fait. Et par ailleurs, on a une expérience assez unique qui est connue sous le nom de Libertalia, en fait. Une expérience dont on n'est pas tout à fait sûr, mais qui aurait eu lieu dans le nord de Madagascar, donc à la fin du XVIIe siècle, fondée par 2 pirates, un gentilhomme provençal et un moine dominicain napolitain, donc Misson et Caraccioli, qui étaient deux capitaines pirates qui auraient fondé cette petite république, une société sans esclavage, une société égalitaire qui essayait d'entretenir des relations cordiales avec les voisins malgaches. Et donc voilà, on a cette expérience-là qui est mise en avant, disons, comme une expérience libertaire véritable. Et si elle a vraiment existé, c'est probable qu'elle ait existé. Et sans doute, dans ce cas, c'est vraiment une expérience républicaine avec des fondements ancrés dans une idéologie un peu des Lumières, en quelque sorte. On n'a pas d'archives véritables là-dessus, et la seule source dont on dispose, c'est celle de Defoe, du capitaine Johnson. Alors peut-être qu'un jour on retrouvera des documents qui pourront attester véritablement de l'existence de ce lieu. Après, l'objet lui-même, il existe en tant qu'élément de la mémoire maritime, de la mémoire libertaire aussi, qui s'empare de cet objet historique, pourrait-on dire, pour créer une mythologie en quelque sorte. Donc là, on se situe plus dans l'histoire, mais dans une mémoire des mouvements de libération en quelque sorte, mais qui est, à mon avis, distincte de la majorité de la piraterie. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus. Voilà, merci à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter.